Mon père a qualifié l'immeuble de ma grand-mère de propriété familiale et a dit au locataire que mon frère allait emménager en tant que copropriétaire. Alors, je me suis assuré qu'il ne resterait plus d'immeuble pour lequel se battre. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous sidérer, mais très vite, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien est ce qui l'a fait vivre. Allons-y, publié initialement il y a 3 mois. Je n'aurais jamais pensé écrire ceci, mais j'ai besoin de vider mon sac et peut-être d'obtenir un point de vue de personnes qui ne sont pas émotionnellement impliquées dans mon drame familial. Je m'appelle Michael. J'ai 26 ans et jusqu'à récemment, je possédais un petit immeuble d'appartement dans le centre-ville de Portland que ma grand-mère m'a légué à son décès l'année dernière. L'immeuble comptait 6 logements, rien d'extraordinaire, mais il générait un revenu locatif décent et valait environ 1,8 million de dollars sur le marché actuel. C'est là que les choses se compliquent. Ma grand-mère, Patricia, était la mère de ma mère. Elle m'a élevée pendant plusieurs années après le divorce de mes parents quand j'avais 8 ans. Ma mère, Linda, luttait contre des problèmes d'addiction, et mon père, Robert, s'était déjà remarié et avait fondé une nouvelle famille avec sa femme, Barbara. Ils ont eu mon demi-frère, Christopher, quand j'avais 2 ans, il a donc 24 ans maintenant. Mamie Patricia m'a recueilli quand j'avais 10 ans et est essentiellement devenue mon parent. Elle a payé pour mon éducation, m'a appris les finances et l'immobilier, et plus important encore, m'a montré à quoi ressemblait l'amour inconditionnel. Quand elle est décédée d'un cancer l'année dernière, elle m'a légué l'immeuble d'appartement et une modeste somme d'épargne. Elle a laissé à ma mère de l'argent dans une fiducie qui verse des paiements mensuels, structurée de cette façon en raison des problèmes passés de maman, et elle n'a rien laissé à la famille de mon père, ce qui était logique puisqu'il n'avait aucun lien de parenté avec elle. Pendant les premiers mois après avoir hérité de l'immeuble, tout allait bien. Je continuais à travailler comme développeur de logiciels tout en gérant la propriété à côté. Les locataires étaient tous des locataires de longue date qui connaissaient ma grand-mère, et l'immeuble se gérait pratiquement tout seul. J'économisais les revenus locatifs pour éventuellement acheter ma propre maison et peut-être agrandir mon portefeuille immobilier. Puis Christopher a perdu son emploi. Il travaillait dans le marketing, mais son entreprise a réduit ses effectifs. Mon père m'a appelé un soir d'octobre. Sa voix avait ce ton particulier que je reconnaissais de mon enfance. Celui qui signifiait qu'il était sur le point de demander quelque chose tout en faisant croire qu'il me rendait service. Michael, ton frère a besoin d'un endroit où rester le temps qu'il se remette sur pied, a-t-il dit sans préambule. D'accord, ai-je répondu prudemment. Il n'y a pas de logement vacant pour le moment, mais je peux te faire savoir si quelque chose se libère. Je pourrais lui offrir une petite réduction sur le loyer. Une réduction, m'a interrompu Robert. C'est ton frère. La famille ne fait pas payer de loyer à la famille. J'ai pris une profonde inspiration. Papa, c'est une affaire. J'ai des mensualités de prêt immobilier, des impôts fonciers, des frais d'entretien. Je ne peux pas simplement donner un logement gratuit. Tu as hérité de cet immeuble gratuitement, a-t-il rétorqué. Tu n'as pas travaillé pour ça. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider ton frère. Ça m'a blessé. Je n'avais pas travaillé pour l'héritage au sens traditionnel, mais j'avais passé tous mes étés depuis l'âge de 15 ans à aider mamie Patricia à entretenir cet immeuble. J'avais peint des murs, réparé des robinets qui fuyaient, tondu des pelouses et appris le métier de A à Z. Mais je n'ai rien dit de tout ça. Je peux lui offrir une réduction de 20% sur un T2 si l'un d'eux se libère, ai-je dit fermement. La conversation a dégénéré à partir de là. Robert m'a accusé d'être égoïste, d'oublier d'où je venais, de penser que j'étais meilleur que tout le monde maintenant que j'avais de l'argent. Il a mentionné chaque fois qu'il avait payé la pension alimentaire, ordonnée par le tribunal, chaque cadeau d'anniversaire qu'il m'avait offert, généralement en retard et générique, et a même essayé de prétendre que mamie Patricia serait déçue de moi. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Mamie Patricia avait des opinions très précises sur mon père, aucune d'entre elles n'étant positive. Elle l'avait vu m'abandonner pour courir après sa nouvelle famille, ne se montrer que lorsque cela l'arrangeait, puis essayer de s'attribuer le mérite de mes succès. Elle avait délibérément structuré son testament pour s'assurer qu'il ne pourrait pas toucher un centime de sa succession.
Les appels et les SMS se sont intensifiés au cours des 2 semaines suivantes. Barbara a commencé à m'envoyer des messages sur les valeurs familiales et sur le fait que les liens du sang sont plus forts que tout. Christopher lui-même m'a envoyé un SMS pour demander si nous pouvions trouver un arrangement. Même ma mère, qui restait généralement neutre dans ces situations, a suggéré que je pourrais peut-être être flexible sur le loyer. Le point de rupture est arrivé quand j'ai découvert que Christopher avait dit aux gens que je lui avais promis un logement gratuit et que j'étais ensuite revenu sur ma parole. Plusieurs connaissances communes m'ont demandé pourquoi j'étais si cruelle envers mon propre frère. Quelqu'un a même suggéré que j'avais des préjugés contre lui parce qu'il était mon demi-frère, pas un membre de la famille à part entière. Puis, la semaine dernière, je suis rentrée chez moi pour trouver Christopher et Robert dans le hall de mon immeuble, en train de parler à mes locataires. Ils expliquaient que Christopher allait bientôt emménager en tant que copropriétaire de l'immeuble et se présentait comme leur nouveau point de contact pour tout problème. Je suis restée un instant dans l'embrasure de la porte, assimilant ce que je voyais. Madame Chen, qui vivait là depuis 15 ans, avait l'air confuse. Le jeune couple du 2B semblait mal à l'aise. Tout le monde s'est tourné vers moi quand je suis entrée. « Que se passe-t-il ici ?» ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Robert s'est redressé, essayant clairement d'établir sa domination. Nous informons simplement tout le monde du nouvel arrangement. Christopher va reprendre une partie des tâches de gestion. Quel arrangement ? J'ai gardé une voix égale. Celui où Christopher emménage dans le 3 à quand Jennifer déménagera le mois prochain et commencera à apprendre le métier de gestionnaire immobilier, a dit Robert comme s'il énonçait des faits établis. Jennifer ne déménage pas le mois prochain, ai-je dit. Et il n'y a aucun arrangement. Christopher a eu la décence d'avoir l'air embarrassé, mais Robert a insisté lourdement. C'est une propriété familiale, Michael. Ta grand-mère voudrait. Arrête. J'ai levé la main. Ceci est ma propriété, à moi seul, et vous êtes sur une propriété privée sans autorisation. Veuillez partir. La tension dans le hall était suffocante. Le visage de Robert est devenu rouge, et un instant, j'ai cru qu'il pourrait devenir violent. Mais Madame Chen a pris la parole. Je pense que vous devriez partir, messieurs, a-t-elle dit doucement mais fermement à Robert et Christopher. C'est inapproprié. D'autres locataires ont murmuré leur accord et Robert a réalisé qu'il était en infériorité numérique. Il a attrapé le bras de Christopher et est sorti en trombe, mais pas avant de dire « ce n'est pas fini ». Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Robert avait dit, que c'était une propriété familiale. J'ai réalisé qu'il croyait sincèrement y avoir un certain droit, que mon héritage était en quelque sorte une richesse familiale commune. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. J'ai pensé à mamie Patricia, comment elle s'était serré la ceinture et avait économisé pour acheter cet immeuble dans les années 1970, comment elle l'avait géré elle-même pendant des décennies, comment elle avait spécifiquement voulu que je l'aie parce qu'elle savait que je respecterais ce qu'elle avait construit. Et maintenant, mon père, qui n'avait même jamais été invité à dîner chez elle, se sentait en droit de distribuer son héritage comme bon lui semblait. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai appelé Rebecca, une agente immobilière que je connaissais de l'université, spécialisée dans l'immobilier commercial. Je veux vendre mon immeuble d'appartement, lui ai-je dit. Le plus vite possible. Elle a été surprise mais professionnelle. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là et elle a visité la propriété, pris des notes et fait des comparaisons. Sur ce marché, nous pourrions le mettre en vente à 1,9 million de dollars et probablement obtenir le prix demandé dans les 60 jours, a-t-elle dit. Mais, Michael, es-tu sûr ? C'est une excellente propriété de rapport. J'en suis sûr, ai-je dit. Mais il y a une condition. Je veux qu'il soit vendu à un promoteur ou à une société, pas à un autre petit propriétaire. Et je veux qu'il soit clair que les nouveaux propriétaires rénoveront probablement en profondeur. Elle a haussé un sourcil mais a accepté. C'est là que les choses deviennent explosives. J'ai ensuite envoyé des avis à tous les locataires indiquant que l'immeuble était en vente et que, bien que leur baux serait honoré jusqu'à leur expiration, ils devaient s'attendre à recevoir des avis de non-renouvellement de la part des nouveaux propriétaires.
La loi de l'Oregon exigeait un préavis de 90 jours pour le non-renouvellement, ce qui signifiait que tout le monde devrait trouver un nouveau logement d'ici le printemps, y compris Jennifer du 3, dont le bail expirait dans 6 semaines, y compris Madame Chen, qui vivait là depuis 15 ans, y compris le jeune couple qui venait d'avoir un bébé. Je me sentais terriblement mal pour les autres locataires. Ils n'avaient rien fait de mal. J'ai donc offert à chacun d'eux une généreuse prime de déménagement sur mes économies personnelles, 2 mois de loyer crédité et une allocation de déménagement de $3000. Ce n'était pas exigé par la loi, mais cela me semblait être la bonne chose à faire. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à Christopher, l'immeuble est en cours de vente. Tous les locataires doivent quitter les lieux d'ici mars. Cela inclut tous les plans que tu avais pour emménager. Bonne chance dans ta recherche d'emploi. J'ai envoyé un SMS à Robert, la propriété familiale n'existera plus dans 60 jours. J'espère que cela clarifie toute confusion concernant la propriété et les droits de décision. Mon téléphone a explosé en quelques minutes. Mise à jour 1. 2 semaines après l'option nucléaire. Je pensais savoir ce qu'était un drame familial, mais les 2 dernières semaines m'ont montré que je jouais dans la cour des petits auparavant. Le premier appel est venu de Barbara, pas de Robert, ce qui m'a surpris. Elle pleurait vraiment, en disant que je détruisais l'héritage familial. L'ironie de ma belle-mère revendiquant l'immeuble de ma grand-mère maternelle comme héritage familial ne m'a pas échappé. Michael, s'il te plaît, sanglotait-elle au téléphone. Christopher est désespéré. Il comptait le dessus. Nous avons dit à tout le monde qu'il allait gérer un bien immobilier. Pourquoi auriez-vous dit ça aux gens, ai-je demandé, sincèrement confus. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit de ce genre. Ton père a dit que c'était entendu. Que la famille prend soin de la famille. Barbara, ai-je dit aussi doucement que possible, Christopher ne fait pas partie de la famille de ma grand-mère. Elle ne l'a même jamais rencontré. Cet immeuble était l'œuvre de sa vie, et elle me l'a légué à moi. Juste à moi. Mais c'est ton frère, s'est-elle lamentée. Demi-frère, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Au lieu de cela, j'ai dit, cela ne lui donne aucun droit sur mon héritage. L'appel s'est terminé par son raccrochage au nez. Ensuite, ce fut le tour de la famille élargie. Des tantes, des oncles, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des opinions sur ma décision. Le récit était devenu que je vendais l'immeuble de mamie Patricia par dépit, que j'étais si égoïste que je préférais détruire son héritage plutôt que de le partager avec la famille. Ma mère, Linda, a été la seule à me soutenir au début. Maman te l'a laissé pour une raison, a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, mais même elle a commencé à hésiter lorsque la pression familiale s'est intensifiée. Puis est venu le guet-apens. Pardon, je veux dire la réunion de famille. Dimanche dernier, j'ai été invitée à ce que je pensais être le dîner d'anniversaire de ma cousine Sarah. Je suis arrivée au restaurant pour trouver non pas une célébration d'anniversaire, mais ce qui ressemblait à une intervention. Robert, Barbara, Christopher, 3 tantes, 2 oncles et plusieurs cousins étaient tous assis autour d'une grande table avec une chaise vide clairement destinée à moi. Je suis restée un moment dans l'embrasure de la porte, envisageant de partir. Mais j'ai ensuite pensé à mamie Patricia, qui m'a toujours dit d'affronter les problèmes de front. Alors je me suis assis. Robert n'a pas perdu de temps. Nous sommes ici parce que nous nous inquiétons pour toi, Michael. Cette décision de vendre l'immeuble est hâtive et destructrice. Destructrice pour qui, ai-je demandé. Pour la famille, pour la mémoire de ta grand-mère, pour l'avenir de ton frère. Encore une fois, ai-je dit lentement. Christopher n'a aucun droit sur mon héritage. Et la mémoire de mamie Patricia n'est pas liée à un bâtiment. Elle réside dans les valeurs qu'elle m'a enseignées, comme l'indépendance et l'autonomie. Tante Margaret, la sœur de ma mère, a pris la parole. Patricia aurait le cœur brisé de te voir vendre son immeuble. Cela m'a mis en colère. Tu as rendu visite à mamie Patricia exactement 2 fois au cours des 10 dernières années de sa vie. Margaret ne prétend pas savoir ce qu'elle aurait voulu. La réunion a dégénéré à partir de là. Les accusations ont fusé. J'étais égoïste, vindicatif, matérialiste, sans cœur.
Christopher, qui était resté silencieux jusqu'alors, a finalement parlé. « Je ne comprends pas pourquoi tu me détestes autant, » a-t-il dit, et il avait vraiment l'air blessé. « Je ne te déteste pas, » ai-je répondu honnêtement. « Mais je ne te dois rien non plus. Nous ne sommes pas proches. Nous ne l'avons jamais été. Tu es essentiellement un étranger qui se trouve partager un peu d'ADN avec moi. » « C'est froid, » a murmuré quelqu'un. « C'est honnête, ai-je corrigé. Christopher, au cours des 5 dernières années, combien de fois avons-nous passé du temps ensemble, eu une vraie conversation? Bon sang, sais-tu même ce que je fais dans la vie? Il n'a pas pu répondre. Mais soudain, quand tu as besoin d'un logement gratuit, nous sommes frères. Ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent. Robert s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Tu es une déception, Michael. J'ai honte de t'appeler mon fils. C'est drôle, ai-je dit en me levant aussi. Tu ne semblais pas te souvenir que tu avais un fils quand tu as manqué 8 de mes anniversaires d'affilée. Ou quand tu as oublié de venir à ma remise de diplôme, ou quand mamie Patricia était mourante et que tu n'as pas daigné lui rendre visite parce que tu étais en vacances à Cabo. Je suis partie à ce moment-là, mais pas avant d'avoir laissé de l'argent sur la table pour ce que mon repas aurait coûté. C'était peut-être mesquin, mais mamie disait toujours de payer sa part. Le vrai drame a commencé 3 jours plus tard, lorsque la première offre est arrivée pour l'immeuble. Rebecca avait raison. Le marché était en pleine effervescence. Une société de promotion immobilière a offert 1,95 million de dollars comptant avec une clôture sous 30 jours. Il prévoyait de rénover tous les logements en appartements de luxe. J'ai accepté immédiatement. Quand la nouvelle que la vente se concrétisait s'est répandue, les tactiques de la famille ont changé. D'abord, il y a eu les tentatives de culpabilisation à propos des locataires. Madame Chen est âgée. Où ira-t-elle? Il s'est avéré que Madame Chen prévoyait déjà de se rapprocher de sa fille à Seattle et était ravie de l'aide à la réinstallation. Puis sont venus les arguments financiers. Tu perds un revenu à long terme pour un gain à court terme. J'avais déjà fait les calculs avec mon conseiller financier. Investir le produit de la vente me rapporterait en fait plus au fil du temps que les revenus locatifs, avec moins de tracas. La tentative la plus ridicule est venue de Christopher lui-même, qui a engagé un avocat pour voir s'il avait d'un quelconque droit sur l'immeuble. L'avocat, essayant probablement de ne pas rire, a expliqué qu'il n'avait absolument aucun fondement juridique. Christopher a quand même eu l'audace de me demander de payer les frais juridiques puisque c'était une affaire de famille. Mais le moment qui a vraiment solidifié ma décision est arrivé quand j'ai découvert que Robert disait aux gens que j'étais mentalement instable. Il avait suggéré à des connaissances communes que la mort de mamie Patricia avait brisé quelque chose en moi et que la famille envisageait des options légales pour protéger le patrimoine de mes décisions erratiques. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas du besoin de logement de Christopher. Il s'agissait de contrôle. Robert ne supportait pas que j'aie quelque chose auquel il ne pouvait pas accéder, qu'il ne pouvait pas manipuler, dont il ne pouvait pas s'attribuer le mérite. La vente de l'immeuble a été finalisée hier. Le chèque a été encaissé ce matin. Les locataires ont leur aide à la réinstallation et des références élogieuses de ma part, et j'ai déjà fait une offre sur une belle maison individuelle dans un quartier calme, une maison sans aucun potentiel locatif. Mise à jour 2. 6 semaines après la vente, les conséquences de la vente de l'immeuble ont été plus intenses que je ne l'avais prévu, mais aussi plus révélatrices de la véritable nature de ma famille. D'abord, les bonnes nouvelles. J'ai finalisé l'achat de ma nouvelle maison il y a 2 semaines. C'est une belle maison de style craftsman construite en 1925, entretenue avec amour, avec des parquets d'origine et un magnifique jardin qui me rappelle celui que mamie Patricia avait l'habitude de cultiver. 3 chambres, 2 salles de bain, et absolument aucun potentiel pour des logements locatifs ou des unités d'habitation accessoires en raison des restrictions de zonage et de la taille du terrain. Je m'en suis assurée. Madame Chen m'a envoyé une jolie carte pour me remercier de l'aide à la réinstallation. Elle vit maintenant dans une résidence pour personnes âgées près de sa fille et dit que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Le jeune couple a trouvé un meilleur appartement plus près de leur travail et la chambre du bébé est magnifique. Ils ont envoyé des photos. Jennifer du 3A a en fait acheté son propre appartement en utilisant l'argent de la réinstallation comme une partie de son acompte.
Donc, les locataires vont bien malgré le récit continu de ma famille selon lequel je suis un propriétaire sans cœur qui a jeté des personnes âgées à la rue. Maintenant, pour le drame en cours. La situation de Christopher est devenue de plus en plus désespérée. Sans la promesse d'un logement gratuit, il a dû retourner vivre chez Robert et Barbara. Il est toujours au chômage, apparemment, parce qu'il a été trop stressé par la situation familiale pour chercher un emploi efficacement. Robert m'a appelé la semaine dernière pour m'informer que Christopher est maintenant en thérapie pour faire face au traumatisme que j'ai causé. Traumatisme, ai-je demandé. De ne pas avoir eu de logement gratuit, d'avoir été rejeté par son seul frère, a craché Robert. Nous avons déjà parlé de ça. Tu ne comprends pas ce que tu as fait, a-t-il interrompu. Christopher t'admirait. Il voulait être comme toi et tu l'as anéanti. C'était une nouvelle pour moi. Christopher n'avait jamais montré le moindre intérêt pour ma vie avant d'avoir besoin de quelque chose de ma part. Mais j'apprends que dans la version des faits de ma famille, nous étions apparemment des frères proches jusqu'à ce que je le rejette cruellement. La famille élargie s'est divisée en camps. L'équipe de Robert croit que je suis un monstre égoïste qui valorise l'argent plus que le sang. L'équipe de Michael, plus petite mais plus féroce, comprend ma mère, une tante cool nommée Nancy qui vit à Phoenix, et étonnamment mon cousin Justine, qui est avocat et comprend le droit immobilier. Justine m'a d'ailleurs appelé la semaine dernière avec une révélation intéressante. Savais-tu que ton père raconte aux gens qu'il a aidé ta grand-mère à acheter cet immeuble? Qu'il lui a prêté de l'argent pour la compte. C'est impossible, ai-je dit. Mamie a acheté cet immeuble en 1977. Papa aurait eu 12 ans. Je sais, mais il a convaincu la famille de Barbara qu'il y a un certain droit moral. Il leur a même montré de vieilles photos de lui à l'immeuble, prétendant qu'il aidait à l'entretenir. Ces photos, j'ai réalisé, provenaient des 2 seules fois où Robert était venu me chercher à l'immeuble de ma grand-mère lors des échanges de garde. L'homme qui ne prenait pas la peine d'entrer, qui klaxonnait depuis le trottoir, prétendait maintenant avoir joué un rôle essentiel dans l'entretien de la propriété. La situation s'est envenimée lorsque j'ai commencé à recevoir des appels des amis et collègues de Robert. Apparemment, il racontait à qui voulait l'entendre l'histoire de son fils ingrat qui avait volé la propriété familiale et laissé son frère sans abri. Un de ses amis de golf m'a même appelé pour me faire la morale sur les valeurs familiales. Avec tout le respect que je vous dois, lui ai-je dit, vous n'entendez qu'une seule version d'une histoire complexe. Cet immeuble n'a jamais été une propriété familiale. Il appartenait à ma grand-mère maternelle, qui n'avait aucune relation avec Christopher ou Robert. Ils n'ont droit à aucun héritage de la mère de quelqu'un d'autre. Mais tu as tellement maintenant, a-t-il argumenté. Pourquoi ne pas partager? Selon cette logique, devrais-je m'attendre à ce que vous partagiez votre héritage avec moi le moment venu? Nous sommes à peu près aussi proches que je le suis de Christopher en termes de relations réelles. Il a raccroché. La partie mesquine de moi voulait souligner que j'avais en fait gagné ma stabilité actuelle. Oui, la vente de l'immeuble m'a donné un capital, mais je travaille comme développeur de logiciels depuis 4 ans, vivant en dessous de mes moyens, épargnant et investissant judicieusement. Toute chose que mamie Patricia m'a apprise. Christopher, pendant ce temps, avait changé de travail pendant des années, dépensant au-delà de ses moyens. Il conduit une BMW en leasing qu'il ne peut pas se permettre, supposant que la famille le renflouerait toujours. Mais le vrai choc est venu mardi dernier. Barbara m'a contacté pour me demander si nous pouvions nous voir pour un café, juste nous deux. Contre toute attente, j'ai accepté. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que ses 53 ans. Nous nous sommes assis et elle a immédiatement commencé à pleurer. Je suis désolée, a-t-elle dit, ce qui m'a surpris. Toute cette situation est devenue incontrôlable. J'ai attendu. Robert est obsédé, a-t-elle poursuivi. Il ne peut pas laisser tomber. Il est convaincu que ta grand-mère t'a monté contre lui, que l'immeuble lui revenait de droit en tant que ton père, et que tu empêches Christopher de réussir par jalousie. Jalousie de quoi, ai-je demandé, sincèrement confus. Que Christopher ait eu 2 parents, un foyer stable en grandissant, que Robert ait choisi notre famille. Je l'ai regardé fixement. Barbara, Robert n'a pas choisi votre famille plutôt que moi. Il m'a abandonné puis a fondé une nouvelle famille. Il y a une différence.
Elle a hoché la tête, toujours en pleurant. Je sais. Je l'ai toujours su. Mais Robert, il réécrit l'histoire dans sa tête jusqu'à ce qu'il y croit. Et Christopher a toujours été si dépendant de lui. Il n'a jamais appris à voler de ses propres ailes. Nous l'avons encouragé. Je le vois maintenant. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je suis inquiète. Robert parle de te poursuivre en justice. Il a convaincu un avocat d'examiner s'il y a eu une influence indue dans le testament de ta grand-mère. Il dépense de l'argent que nous n'avons pas dans cette vendetta. J'ai soupiré. Il n'y a pas eu d'influence indue. Mamie était saine d'esprit et son testament était blindé. Je le sais parce qu'elle s'en est assurée. Elle savait que cela pourrait arriver. Barbara m'a regardé alors. M'a vraiment regardé. Elle connaissait vraiment Robert, n'est-ce pas? Oui, ai-je simplement dit. Elle le connaissait. Nous nous sommes séparés après qu'elle se soit excusée à nouveau et que je me sois sentie étrangement vide. J'avais gagné, je suppose, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Mise à jour finale. 3 mois après que tout se soit passé. J'écris cette dernière mise à jour depuis la terrasse arrière de ma maison, en regardant le coucher de soleil sur mon jardin. J'ai beaucoup pensé à mamie Patricia ces derniers temps, surtout depuis que j'ai trouvé ces vieux journaux de jardinage en déballant mes affaires. Elle serait heureuse de savoir que je cultive des tomates en utilisant ces techniques. Beaucoup de choses se sont passées au cours du dernier mois et demi, et j'ai l'impression de devoir une conclusion aux personnes qui ont suivi cette saga. D'abord, les menaces juridiques. Robert a effectivement engagé un avocat pour contester le testament. Cela s'est passé à peu près comme on pouvait s'y attendre. L'avocat a examiné le dossier et a essentiellement dit à Robert qu'il n'avait absolument aucun motif. Le testament de mamie Patricia avait été rédigé par un avocat de premier plan spécialisé en succession, dûment attesté, et elle avait même fait une évaluation psychologique 6 mois avant sa mort pour empêcher exactement ce genre de contestation. Elle avait vraiment pensé à tout. Robert, dans son infinie sagesse, a essayé de trouver un autre avocat, puis un autre. Finalement, la nouvelle s'est répandue dans la communauté juridique. Le cercle juridique de Portland est plus petit qu'on ne le pense, et il est devenu connu comme le type qui essaie de voler l'héritage de son fils de son ex-belle-mère. Aucun avocat réputé n'a voulu toucher à l'affaire. La pression financière de ces consultations juridiques, combinée au fait que Christopher était toujours au chômage et vivait à la maison, a apparemment mis une pression considérable sur le mariage de Robert et Barbara. Selon ma cousine Sarah, qui est restée étonnamment neutre dans tout cela, ils sont maintenant en thérapie de couple. Christopher, quant à lui, a eu ce que je ne peux décrire que comme une prise de conscience. Il y a environ 1 mois, il m'a contacté par email, pas par SMS, mais un long email réfléchi. Il s'est excusé pour sa part dans la situation, a admis qu'il vivait dans un fantasme où tout lui serait toujours servi sur un plateau d'argent, et a dit qu'il travaillait sincèrement sur lui-même. Il a trouvé un emploi il y a 3 semaines, un poste de débutant dans une agence de marketing. Rien d'extraordinaire, mais c'est un travail honnête. Il économise pour quitter la maison de Robert et Barbara. Nous ne sommes pas soudainement devenus les meilleurs amis du monde, mais nous avons pris un café la semaine dernière et c'était bien. Nous avons parlé de choses normales, du travail, du temps, d'une série télé que nous regardons tous les deux. C'était la conversation la plus authentique que nous ayons jamais eue. Je suis désolé pour papa, a-t-il dit alors que nous partions. Il est compliqué. C'est quelque chose, ai-je convenu. Pour ce que ça vaut, a ajouté Christopher, je comprends maintenant. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Je n'aurais pas partagé non plus. Ce n'était pas exactement une réconciliation, mais c'était un début. La famille élargie est largement passée à d'autres drames. La fille de tante Margaret divorce, ce qui a capté l'attention de tout le monde. Certains parents pensent toujours que je suis égoïste, mais j'ai fait la paix avec ça. Ceux qui comptent, ma mère, tante Nancy, mon cousin Justine, comprennent et soutiennent ma décision. Ma mère et moi nous sommes en fait rapprochés grâce à cela. Elle m'a dit récemment que me voir tenir tête à Robert lui a rappelé qu'elle devait aussi se défendre. Elle est sobre depuis 3 ans maintenant, mais elle a commencé à être plus assertive quant à ses limites avec la famille. C'était bon à voir.
La meilleure partie, j'adore ma maison. J'ai transformé une chambre en bureau, une autre en bibliothèque salle de jeu, et la chambre principale me semble vraiment être la mienne. Pas comme si je l'empruntais jusqu'à ce que les vrais adultes arrivent. J'ai appris à faire la sauce marinara de Mamie Patricia dans ma cuisine, et je jure que je peux sentir son approbation. J'ai aussi commencé à sortir avec quelqu'un, Amy, une autre développeuse d'une autre entreprise. Elle connaît toute l'histoire. Je l'ai prévenue très tôt que ma famille était compliquée, et son point de vue a été d'une simplicité rafraîchissante. Ta grand-mère t'a laissé l'immeuble. Fin de l'histoire. Quiconque pense avoir droit à l'héritage de quelqu'un d'autre est délirant. La semaine dernière, je suis passée en voiture devant l'ancien immeuble. Les promoteurs ont commencé les rénovations. Il a déjà l'air différent. Nouvelles fenêtres, peinture fraîche, installation moderne en cours de pose. Une partie de moi était triste, mais surtout, je me sentais libre. Ce n'est plus ma responsabilité. Ce n'est pas un symbole d'obligation familiale ou une source de culpabilité. C'est juste un bâtiment. Robert ne m'a pas parlé depuis que le dernier avocat lui a dit d'abandonner. J'ai appris par Barbara qu'il a interdit que mon nom soit mentionné dans leur maison. C'est bien. L'homme qui a oublié mes anniversaires, manqué ma remise de diplôme, et n'a pas daigné rendre visite à ma grand-mère mourante ne peut pas jouer la victime maintenant. Mais voici la chose que j'ai apprise à travers tout cela. La famille n'est pas une question de sang, d'obligation ou d'ADN partagé. C'est une question de qui est présent, qui fait les efforts, qui vous aime sans condition ni attente. Mamie Patricia était ma famille de toutes les manières qui comptaient. Elle était présente à chaque pièce de théâtre de l'école, m'aidait avec les devoirs, m'a appris à cuisiner, à gérer un budget, à penser par moi-même. Elle ne m'a pas seulement donné un immeuble, mais les outils pour construire ma propre vie. Je pense à ce qu'elle m'a dit vers la fin, quand elle m'expliquait pourquoi elle me laissait l'immeuble. Michael, je ne te donne pas ça parce que tu y as droit. Je te le donne parce que je sais que tu prendras les décisions difficiles. Tu ne laisseras pas les gens profiter de toi simplement parce qu'ils partagent ton nom de famille. Cet immeuble est mon héritage, mais toi, tu es ma fierté. J'ai pris la décision difficile. J'ai vendu son immeuble plutôt que de le laisser devenir un symbole de dysfonctionnement familial et de droit acquis. J'ai utilisé le produit de la vente pour construire ma propre vie, indépendante et libre des dynamiques toxiques qui ont tourmenté ma famille depuis des générations. Certains pourraient dire que j'ai utilisé l'option nucléaire, que j'ai détruit des relations familiales pour une propriété. Mais je pense que Mamie Patricia verrait les choses différemment. Je pense qu'elle dirait que j'ai enfin appris la leçon qu'elle essayait de m'enseigner depuis le début, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, que poser des limites n'est pas égoïste, et que parfois, la meilleure chose à faire pour toutes les personnes impliquées est simplement de tourner les talons. Le jardin se porte bien. Les tomates devraient être prêtes d'ici août. Je prévois de faire une grande quantité de sauce marinara et de la congeler pour l'hiver. La recette de Mamie, bien sûr. Certains héritages valent la peine d'être préservés. Quant à Christopher, il m'a envoyé un message hier. Il est à son poste depuis 2 mois maintenant et vient de signer un bail pour un studio. C'est petit, dit-il, mais c'est à lui. Il l'a mérité. Il m'a remercié de ne pas l'avoir assisté, de l'avoir forcé à grandir. J'ai 24 ans, a-t-il écrit. Il était temps. Peut-être y a-t-il encore de l'espoir pour lui. Mais même s'il n'y en a pas, ce n'est pas ma responsabilité. J'ai ma propre vie à vivre, mon propre jardin à cultiver, mon propre héritage à construire. Mamie Patricia serait fière.